Donc, comme je le disais, cette année, c'est les 20 ans du non au traité constitutionnel européen. Et c'est aussi les 20 ans des émeutes de 2005. Il y a une mobilisation qui prend le nom de faire bloc, faire peuple. Faire peuple, voilà. Où il y a un premier événement le 4 juin. Ouais. Youssef, tu vas peut-être pouvoir revenir un petit peu dessus. Et il y aura une manifestation au mois de novembre. C'est ça. C'est bien ça. Pourquoi cet anniversaire commun ? Parce que on peut se poser la question, quel lien entre les émeutes de 2005 et le non à un traité constitutionnel européen ? Voilà. Ouais. Parce que, alors, c'est dans la foulée entre autres du livre d'Ouria Boutelja, Les bourgs et les tours. Hein. Et comment... Son livre, c'est pas les bourgs. Oui, non, je sais bien, qui reprend le Beauf et Barbare. Oui, Beauf et Barbare, pardon. Imaginons qu'il y ait un auditeur qui arrive sur YouTube pour la première fois et il tape Ouria Boutelja. Les bourgs et les tours. Mais Beauf et Barbare. Oui, c'est un peu... Alors, c'est lapidaire de dire Beauf et Barbare, je veux dire, on est bien d'accord. Mais c'était pour évoquer un rassemblement dans ce pays, hein, qui soit... Comment faire peuple dans ce pays, avec ces divisions qui ont été instaurées, ces terribles divisions qui ont été instaurées, dont on parle. Et ce rapport, entre autres, participe justement de cette volonté de diviser les populations sur des bases ethniques, sur des bases religieuses, complètement inventées, alors qu'on a des populations qui ont tant à voir en commun. Et notamment dans cette opposition à un régime, je crois, qui est à bout de souffle, qui ne sait même plus comment se renouveler. D'habitude, les régimes ont un peu plus d'intelligence, mais là, qui ne sait plus se renouveler que par amputation de parties de cette population. Hein. Voilà, il se renouvelle pas, il ampute des parties, il montre comment il désigne la vindicte telle ou telle catégorie. Et donc, la question était effectivement de comment faire peuple pour pouvoir faire bloc, ou comment faire bloc pour pouvoir faire peuple. Hein, ça peut se renverser. Et donc, le traité constitutionnel, les 20 ans de l'opposition au traité constitutionnel, je rappelle une opposition qui n'a jamais été... Alors, ça a été un déni de démocratie absolument incroyable pour un régime qui se prétend démocratique, où, en quelque sorte, on interroge le peuple. Hein, et une fois qu'il a donné son avis, comme son avis ne correspond pas à ce qui a été décidé, eh bien on le met de côté tout d'un coup. C'était un référendum, hein, pour préciser, j'ai pas dit. C'était un référendum. Et ça a été voté non à 54%. On répond par oui ou par non. C'est cette glorieuse opération du référendum qui était normalement destinée à ce que le président, enfin, et là en l'occurrence l'Europe, eh bien puisse avoir un contact direct avec la population. Et généralement, lorsqu'on propose un référendum, c'est qu'on est quasiment sûr du résultat. Hein. C'est un peu à la Napoléon, vous savez, qui étaient des référendums plébiscites. Hein. Êtes-vous d'accord pour que je devienne consul à vie et que les impôts soient réduits de moitié? Donc en gros, c'est cela. L'un alors avec l'autre. Là, bien sûr, oui, c'était une seule et même question. Oui ou non? Alors ce référendum, normalement, qui était cousu de fil blanc. C'est le cas de le dire, qui était cousu de fil blanc. Non, finalement, il n'a pas donné le résultat escompté. Et là, ça a été un énorme déni de démocratie. Hein. Non pas que nous soyons attachés à la démocratie bourgeoise, évidemment, mais bon, c'était le jeu qui avait été proposé. Donc, déni de démocratie. Pour un référendum, c'est vrai qu'il faut le dire. Un référendum commence sur la Constitution. On peut dire qu'une partie de la population de ce pays n'a sans doute pas été intéressée par ce vote. Hein. Un certain nombre de populations de quartiers populaires, sans doute la façon dont c'était posé, et peut-être qu'ils ont tellement de problèmes déjà au plan local, peut-être qu'ils n'ont pas été sensibles à l'importance de ces traités. Hein. Oui, ça a été un peu... de révolte populaire, massive, dont tout le monde se souvient. Aujourd'hui, on dit, même moi, quand on m'a dit le TCE, c'est les 20 ans du TCE, j'ai dit, c'est quoi le TCE? Oui, c'est vrai. Alors tu me dis les émeutes, là, j'ai les émeutes. C'est vrai que beaucoup n'ont pas dans certains quartiers populaires, pas mal de quartiers populaires, hein, disons les choses, les Noirs, les Arabes ne sont pas forcément sentis concernés par cela. Et à l'inverse, en 2005, eh bien là c'est différent. On a ces mouvements de révolte. Et encore. C'est les émeutes. Après, la sociologie a dit oui, donc c'est des révoltes. On peut dire que c'est des révoltes urbaines, mais en même temps, ça reste des émeutes, c'est-à-dire un caractère spontané. C'est pas la révolution qu'on peut fantasmer un petit peu. Tu es d'accord avec ça? C'est ça. Ah oui, tout à fait d'accord. Dans les deux cas, ça reste des événements où c'est des brèches de contestation du système et du pouvoir en place, mais c'est pas non plus, c'est ni une unité populaire, ni une révolution parfaitement consciente, etc. Oui, mais à la fois, moi, il se passe quelque chose.
au moins sur la question des émeutes, mais on pourra essayer de voir comment ces événements en réalité font l'écho. Déjà, en fait, un événement, il faut, selon en fait le type de généalogie que tu veux construire, tu peux le voir comme une répétition, amplification, aboutissement de quelque chose d'autre. Nous, déjà, dans l'émeute de 2005, on voit quelque chose qui est une répétition d'un ensemble de choses. Donc, du coup, l'irruption même, l'idée même d'une irruption d'une émeute depuis nulle part, depuis rien, telle que la télévision la sert. On va voir, parce qu'en 23, avec les émeutes, on est à l'époque d'Internet, c'est une émeute un peu pyrotechnique, très, très visuelle. Ce qui est très intéressant avec les émeutes de 2005, très particulier, c'est que la télévision a beaucoup de mal à la mettre en image. Émeute de nuit, il y a des feux et tout ça. Moi, je me rappelle des JT qui s'ouvrent sur le fait, tu vois un peu rien. Et tu vois rien aussi parce qu'il y a un rapport de stupéfaction du pouvoir qui ne peut relier cette émeute à rien. Et je pense que le début de ce qui arrive aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une prise en charge d'un ensemble de gens. Ça va être là aussi la naissance du pire, mais plein d'autres gens, chacun un peu de leur côté et progressivement tous ensemble. Il y a une mise en narration de dire, mais ça, en fait, il faut le raconter autrement. C'est-à-dire que tu laisses pas complètement à une sociologie classique le regarder, on le regarde en rapport avec d'autres événements, on pose d'autres mots. C'est vrai qu'il y a une espèce de débat sur ce côté, émeute, révolte populaire, parce qu'en fait, des gens vont te dire... l'émeute qui, au niveau de la racine, en fait, reliée à l'émotion, serait un truc qui serait apolitique. Alors que moi, je fais partie des gens, et on me l'a reproché à l'époque, parce que voilà, d'avoir défendu, en fait, la question d'une politique de l'émotion, et une politique du corps. On disait émotion au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait une révolte. Et voilà. Et donc, quelque part, cette politique de l'émotion va un peu contre l'idée de la raison. Là où se pose la raison occidentale, on contrôle ses émotions. On peut dire que les populations anciennement colonisées, on peut dire que des populations afrodescendantes, produisent de l'archive par l'émotion et produisent des réalités par le corps et sans le voir comme un dénigrement d'intelligence. Et ça, tu le dis il y a 20 ans, moi j'ai écrit un papier, même un peu plus tard que ça, et ça passait pour une apologie de la violence, une vision régressive, mais comment un intellectuel peut écrire un truc pareil? Et c'est des trucs aujourd'hui que tout le monde s'arrache comme analyse en disant « Ah oui, la question de l'archive du corps, la question... » Parce que les études postcoloniales, décoloniales ont progressé partout, tout le monde a dit oui, l'incorporation de la question, la transmission aujourd'hui, l'épigénétique, le trauma qui se répète, la réapparition de certaines émeutes à travers le corps des autres, ça devient tout un ensemble de pensées qui étaient complètement exotiques à l'époque et qui le sont moins aujourd'hui. Et moi, ce qui trace les émeutes des 20 ans, c'est non seulement l'importance de l'événement, mais aussi progressivement notre capacité à créer d'autres significations des événements. C'est-à-dire à pas se laisser prisonnier de ce que la télé dit, de ce qu'elle voit. Là, on commence à ce moment-là à avoir nos propres analyses qui nous mènent jusqu'au plateau aujourd'hui, hein. Moi, je trouve qu'il y a une filiation vraiment claire, quoi. Et sur les émeutes aussi, on ne peut pas dire que les émeutes étaient apolitiques, puisque je rappelle qu'elles sont d'une part intervenues suite à l'assassinat de Zied Bouna, qui avait été coursé, comment on le dit poliment, je ne sais plus, qui avait été coursé par des policiers, puis qui était mort dans un appareil électrique, quoi. Donc d'une part c'est ça, et on peut pas dire que c'était pas suite à des violences policières qu'il y a eu les émeutes. Donc il y a cette filiation qui est claire aujourd'hui de dire c'est les violences policières, donc la violence d'État, qui a conduit à des émeutes dans les quartiers populaires et dans les banlieues françaises. Et d'autre part, même dans les cibles des émeutes, c'est-à-dire les institutions et les bâtiments qui étaient visés par les émeutiers, on avait des institutions publiques, on avait l'école, on avait la police, etc. Donc même à travers ça, on peut dire que c'est pas une violence qui était complètement aveugle, c'est pas une colère qui ne savait pas sur qui s'abattre, mais il y avait quand même à la fois une part de spontanéité et à la fois une part qui est clairement politique, même si on ne retrouve pas les modes d'action politique classiques, mon tract, mon communiqué, etc. Mais c'est pour ça en fait que c'est considéré comme pas politique. Moi je me rappelle qu'à l'époque en Seine-Saint-Denis, j'ai fait une rencontre en 2006 à l'espace Chiasma, le lieu que je dirigeais à l'époque avec des gens du Parti communiste qui étaient encore aux affaires à l'époque. Pour eux, ils me disaient Olivier, au mieux c'est proto-politique, c'est-à-dire c'est comme le proto-langage. C'est avant de pouvoir parler la langue. Mais c'était révélateur du problème qu'on allait avoir avec eux, hein. Ça disait tout. Ça disait en fait que les modalités du politique, c'est nous qui les définissons. C'est nous qui définissons le langage dans lequel se passe la politique. Si ce n'est pas articulé selon notre langage, ce n'est pas encore de la politique. Donc on va essayer de les amener vers la politique. Mais ce n'est pas... alors que la révolution sont toujours déjà de la politique, où qu'elle se passe dans le monde. Absolument. La mise en scène du corps dans l'action est déjà le top du moment politique. Et c'est quelque part en fait le fait qu'il n'y a pas un grand manifeste qui est écrit avant
avant de sortir de ses soies. Où est le texte fondateur? Alors que beaucoup de grandes révolutions ne sont pas passées comme ça. Donc ça, c'est une première erreur. La deuxième qui est très spécifique et qu'il faut comprendre, parce qu'on est quand même à une époque où Internet n'est pas développé comme aujourd'hui, il faut s'en rappeler, c'est la dissémination des émeutes qui va être assez stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'une appartenance de classe dont on court après politiquement. Voilà. Et donc là, il y a la carte de France des émeutes, c'est-à-dire qu'il y a un rapport d'équivalence entre ce mort-là, ces deux jeunes hommes, et le troisième est mort depuis d'ailleurs, les deux jeunes hommes morts et le troisième gravement blessé à Clichy-Montfermeil, et puis avec des jeunes de Marseille, et puis avec des jeunes à Besançon, Toulouse. Et ça, c'est ce que, soi-disant, la vraie gauche recherche, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance collective à un destin commun. Là, on le voit apparaître sous nos yeux. Voilà tout un ensemble de jeunes qui se trouvent équivalents à ce corps-là en particulier, quelle que soit la ville, quelle que soit la géographie. Et ça, c'est un truc que certains n'arrivent pas à voir et que nous, à un moment donné, on dit « Waouh, s'il y a ça... » on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, quoi. Et là va se passer une divergence qui est dingue, parce qu'on a toute une partie de la gauche contre nous, mais radicalement, alors que quand je vois en 2023, ce qui va se passer avec la mort de Naël, moi je tends l'oreille devant des gens qui nous ont traités comme des chiens en 2005, et qui disent exactement ce qu'on dit. Et donc là, il y a vraiment une victoire, parce qu'on a fait non seulement le travail dans la rue, mais ça renforce aussi l'idée qu'il y a un travail intellectuel qui doit accompagner ces luttes-là, qui produit du vocabulaire. Et je te jure que la gauche, sous Naël, la gauche un peu consciente, ils ont répété ce qu'on disait en 2005, qui était inaudible, quoi, qui était impubliable. De la même manière que depuis quelques mois, la gauche officielle redit les mêmes termes que Mélenchon dit après le 7 octobre. C'est toujours le wagon d'après. C'est ça. Ce qui pose un drôle de problème quand tu es censé être un ou une ou des responsables politiques, que le responsable politique dise 18 mois ou 20 ans ou 18 ans après ce qu'il fallait dire. C'est que tu as du retard à l'allumage. Ta crédibilité, elle est quand même... Je pense que l'idée de mettre en parallèle, je dirais, les deux phénomènes, le non au TCE et les émeutes, ça me semble une excellente idée, parce que ça nous renvoie à quoi? Quelle était l'idée de Chirac, puisque c'était le président à l'époque, pour le référendum? Il était persuadé d'avoir une majorité de oui parce que le PS allait suivre. Et pourquoi le PS allait suivre? Parce que le PS, depuis 80 et quelques, s'était converti à la théorie que le capitalisme est le seul horizon indépassable. Donc il y avait là une coalition. Manque de bol, la coalition s'est heurtée à la réalité. Sur la question des émeutes et de ce niveau politique, c'est assez consternant, on va dire. Parce qu'un phénomène social est un phénomène politique. Bon. Mais la logique, ou la rhétorique plus exactement, des staliniens, je suis désolé, j'appelle ça comme ça, j'aime bien appeler un chat, et le Parti communiste français et Roussel stalinien ou ancien stalinien, de dire que ces émeutes sont proto-politiques, c'est exactement la même chose que l'attitude du PC algérien et du PC français le 1er novembre. Vous n'êtes pas assez bon. Nous, on sait, vous savez pas. Nous, on est l'avant-garde éclairée, et vous êtes à Roumaine, ça, comme on dit en Corse. Et donc, ça, ce sont donc deux phénomènes. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord là aussi. C'est des brèches dans le pouvoir, mais ces brèches dans le pouvoir, il faut trouver le moyen de les coaliser. Comment va-t-on... Et là, c'est pour ça que j'insiste, je l'ai écrit dans Information ouvrière, pour une fois que je fais de la publicité pour le journal de mon parti, je ne vais pas me gêner. 20 ans après, on n'est pas dans le même point. On n'est pas au même point. 20 ans après, il y a une perspective politique qui, au moment du TCE, comme au moment des émeutes de 2005, n'existait pas de manière aussi... La rupture avec l'ordre établi, avec l'ordre que certains appellent néolibéral, peu importe, mais avec l'ordre... c'est quelque chose de palpable. Autrement, on ne serait pas en train d'en discuter, tout simplement. Voilà, on a parlé des émeutes, et justement, pour le non au TCE, qu'est-ce que ça dit politiquement, ce non au TCE? C'est le refus de l'abandon de la souveraineté nationale. Schématiquement, c'est ça.
On dit au peuple français, maintenant c'est la Banque Centrale Européenne qui va décider de ton économie, des critères de convergence de Maastricht, etc. etc. C'est très très schématiquement, c'est ça. On dit au peuple français, tu vas dire oui pour que d'autres décident pour toi, d'autres qu'on n'a pas élus. Ça a eu du mal à passer. Et justement, suite au non au TCE, certains disent que justement, ils ont fait passer un peu les trucs du TCE dans le traité de Lisbonne en 2007. C'est exactement ça. Ils sont revenus par la fenêtre. Ils ont été chassés par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Chirac, Jospin, Hollande et Sarkozy. Ouais. Peu importe l'ordre, si c'est alphabétique ou pas alphabétique, politique ou apolitique, la gauche qui a voté oui, et la droite de combat, on va dire. Là, il n'y a pas eu un millimètre de divergence entre eux. Et c'est pas un hasard si Mélenchon quitte le Parti socialiste à ce moment-là. Oui. Et qu'il commence à faire la trajectoire qui va aboutir à la constitution de LFI. Exact. Il le fait en 2007, au moment où le congrès du PS est un congrès socialiste classique, c'est-à-dire les urnes vont être bourrées, les mandats vont être trafiqués, etc. Il se barre à ce moment-là. Voilà. Youssef ? Si je résume, oui, mais ça a été très bien dit. Hein. C'est un peu cette, comme l'a dit Jean-Marc, comme l'a dit Olivier, hein, comment c'est cette volonté de réunir, c'est cette idée de faire peuple. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est une question qu'on n'a pas abordée souvent. Et nous-mêmes que nous n'avons pas abordé, c'est une question avec laquelle on avançait avec précaution. Hein, d'abord parce que se sentait-on vraiment faire partie de ce peuple, hein, longtemps pour nos populations indigènes, comme on dit, on disait il y a nous et il y a les Français. Hein, il y a nous, il y a les Français, c'est vrai. Dédicace à Mustapha Latraci. Voilà, les Gouers. Ah oui, c'est ça, il a fait un truc là-dessus. Là. Il faut qu'on s'en prenne un petit peu aux Gouers, là, c'est ça, hein, son idée. Bon, soutien Mustapha. Oui, tout à fait. Et c'était ça, effectivement. Et là, je pense qu'on arrive à un moment, et parce qu'effectivement, comme le dit Jean-Marc, il y a une alternative politique qui se pose. Et que beaucoup de choses ont été débroussaillées là, pendant toute cette période. Le roi est nu, hein, toute cette pseudo-gauche qui nous regardait de haut, et effectivement, et on se rend compte que finalement, les gens sincères aboutissent à nos conclusions. Les gens sincères aboutissent, les gens de la gauche sincères aboutissent aux conclusions qui furent les nôtres à cette époque et qui sont toujours les nôtres. Et la grande différence, c'est que voilà, maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe à l'étape où on construit quelque chose. Voilà, où on construit quelque chose. On a évoqué pendant toute une période ce que nous appelions le privilège blanc, effectivement, hein, le fait de diversifier les populations et puis évidemment de les hiérarchiser en accordant des privilèges à certains, même s'ils ne l'ont jamais demandé d'ailleurs, à la limite. Hein, mais bon, de fait, voilà. Donc c'était une première partie, on va dire une première partie où il fallait que des choses se décantent, qu'au plan intellectuel, au plan politique, au plan conceptuel, les gens comprennent dans quel pays on vivait. Et que la République, c'est pas quelque chose qui est acquis. En vérité, c'est quelque chose vers lequel on va. La République au sens propre du terme, la chose publique, hein, c'est pour qu'elle soit vraiment publique au sens où les Républicains, et je parle sous le contrôle de notre éminent Jean-Marc, spécialiste de la Révolution. Non, mais c'est vrai, c'est un objectif. C'est un objectif, cette République, qu'elle devienne enfin la chose publique, la commune, au sens de la commune, hein, au sens même de la commune de Paris, hein, ce qui est commun, ce que nous partageons, et je crois que c'est ça que l'on évoque à travers faire peuple. C'est cette commune, en fait. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent que essayer de tout articuler comme ça, faire peuple, le TCE, les émeutes, c'est un petit peu artificiel. Je pense qu'on ne peut pas ne pas parler des gilets jaunes, parce que je pense que les gilets jaunes, ça vient aussi. Mais aussi les gilets jaunes. Mais ça, c'est un écho quand on disait, nous, on doit tracer notre propre sens de l'histoire. Déjà, faire peuple, c'est déjà se dire quelles sont les dates. Je sais que dans l'université d'été de cet été, on va parler de choisir ses ancêtres. Oui. On pourrait dire ça autrement. On pourrait dire choisir en fait les points d'articulation de son histoire. Si tu les choisis bien, ce qui paraît assez peu évident peut paraître plus évident. Parce que le travail qu'on a fait d'analyse par rapport à ce que c'était que ces émeutes, par rapport à toute l'histoire coloniale, qu'est-ce qu'on a réalisé, si ce n'est, moi en tout cas à titre personnel, c'est répéter ce que Aimé Césaire a dit.
en 57. Il dit la colonisation que vous voyez comme un phénomène qui est extérieur et qui est domestiqué le monde, en fait, il y a un effet retour. En fait, les empires occidentaux s'autocolonisent et vous serez décolonisés comme on a été décolonisés. Et quelque part, ce phénomène-là devient de plus en plus palpable. Je dirais que ces deux événements dont on a parlé montrent quelque part l'aboutissement d'un projet colonial sur le temps long, qui a toujours eu comme projet de domestiquer les pays en question. Tu sais, quand les Européens quittent l'Europe, qui n'existe pas, et qui est une espèce de fiction qu'ils inventent, parce que c'est que des pays qui sont en train de se faire des guerres fratricides incroyables, mais bon, ils inventent une extériorité pour définir ce que c'est que le monde civilisé, alors que ce sont vraiment des barbares, parce que c'est des guerres, mais vraiment incroyables, permanentes, et incroyables dans toute l'Europe, quoi. Donc c'est vraiment un endroit de... Mais quelque part, sortir, même si c'est sous forme de compétition, ça consolide, ça fait exister presque dans une forme négative un territoire qui serait le territoire où on fait des guerres justes, des guerres, où on se reconnaît une forme de civilité dans la barbarie contre d'autres endroits qui sont des terres sans maître. Si on enlève ce monde arabo-asiatique qui est déjà composé d'autres barbares, ceux qui peuvent nous... Encore une fois, hein, on a des traces de ça dans le traitement aujourd'hui des populations arabo-musulmanes, c'est que les barbares, c'est ceux qui ont quand même une civilisation. Oui. Qui est en compétition avec la tienne, c'est pas les sauvages. C'est pas le sauvage. Les sauvages, on y va quand on va vers les Américains. C'est ça. Voilà, et là on va vers l'endroit des sauvages, ceux qui n'ont pas de civilisation. Ça marque parce que ça crée des racismes qui... On peut le civiliser, le sauvage, on ne peut pas. Voilà, donc il crée vraiment ces deux mouvements-là. Et donc, ce moment qu'on est en train de vivre et commence à sentir une certaine partie des populations européennes, c'est qu'ils comprennent que dans cette longue boucle coloniale, le point d'arrivée, c'est les pays eux-mêmes, en fait. Et c'est-à-dire, c'est les pays eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne colonise pas le reste du monde, tu colonises ton pays. Regarde le projet de Trump, ça fait beaucoup de bruit à l'international, mais qu'est-ce qu'il aura vraiment accompli, qu'est-ce qu'il aura vraiment détruit en 4 ans ? Les États-Unis. En fait, les Américains finissent par comprendre que tout ça pour ça, en fait, c'est vraiment créer des systèmes où tu détruis la République, tu détruis les possibilités démocratiques par ce système d'expansion, comme une espèce de chose qui s'enchaîne. Césaire le dit, il dit, il y a un effet retour du fait colonial qui revient sur l'Europe. Il voit lui-même le nazisme comme une suite logique du colonialisme et de la plantation avec le camp, et c'est hyper clair à ce moment-là. Et donc, il est dans cette logique-là. Quelque part, j'ai envie de dire que les 20 ans qui ont passé, je pense qu'une partie de ce qui a convaincu les gens, c'est que l'effet retour de cette question coloniale qu'on a soulevée et qui était vue comme une question historique et que nous, on a actualisé, lointaine et qu'on a actualisé, se fait sentir. Les gens, ils disent, effectivement, c'est ce que Achille Mbembe appelait le devenir nègre du monde. Voilà. Et il dit, à un moment donné, mais il va y en avoir partout des nègres, en fait, parce qu'on est tous les nègres de ce système-là. Et quelque part, cette convergence-là, elle devient possible dans les différences, en ayant au moins conscience que le système global n'épargnera presque personne, quoi. Et que c'est ce qu'on rejoint la première discussion qu'on a eue sur ceux qui vont être dans des logiques de respectabilité en pensant que c'est un chemin plus rapide vers le pouvoir et qui vont être les premières victimes, en fait. Et donc ça, je crois que c'est pas simplement notre travail, c'est aussi la réalité et l'accélération de ce système économique en crise qui donne quelque part des gages à ce qu'on a dit. À un moment donné, ce qu'on dit en 2005 devient évident en 2023 avec Naël. Quoi dire, ça devient. Et je te dis encore une fois, il y a quelques exceptions encore qui vont être des candidats de gauche à rechigner, par exemple, une future peut-être candidate qui dit oui, façon les émeutes et la police, c'est des combats entre des mecs et des mecs. Bon, ça, c'est à peu près le niveau 0 de la liste. Toi, par contre, c'est comme tel prof, tu dis, il fallait venir au cours, hein. Fallait venir à la classe, quoi. Parce que vraiment, t'as rien foutu. Et là, juste, désolé, tu reviens, tu redoubles, quoi. Tu reviens et tu me rediras un peu un truc quand t'auras un peu travaillé. Mais les autres, ils ont suivi la classe. Et donc, quelque part, ce qu'on a appris collectivement, c'est là qu'il y a des convergences à faire. Et c'est évidemment, toutes ces convergences-là ne sont pas simples, parce qu'on l'a avec les Gilets jaunes. Dès lors que ça peut converger, comme ce rapport bidon dont on a parlé juste avant, ça bombarde Gilets jaunes, ils sont racistes, ils sont antisémites, ça bombarde tout ce qui sent le début d'un moment de conscience. Le Gilet jaune, pour moi, c'est un écho de 2005 dans les populations blanches. Absolument. Plusieurs choses. Sur Césaire, c'est très intéressant la chronologie. Césaire dit ce qu'il dit, le discours sur le colonialisme en 57, parce qu'il a rompu avec le Parti communiste en 56, le Congrès du Havre. Il n'aurait pas pu tenir ce discours s'il était resté prisonnier de la logique. De la même manière, quelqu'un sur le chat a rappelé
et ça ne me pose absolument aucun problème, le fait que Mélenchon, pour le moins, a eu des propos sur les émeutes, mais c'est parce qu'il a rompu avec le Parti socialiste après 2005 qu'il est, comme Césaire, totalement libéré. D'un certain point de vue, c'est ce que fait Ségolène Royal sous nos yeux. Quand on regarde bien. Oui, bien sûr. Parce que c'est... Elle est étonnante, elle. Hein et elle vient de loin, mais elle se libère. Donc ça veut dire Elle a quoi? la classe aussi, Ségolène. Elle a été assidue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens appareils qui sont morts, ou s'ils ne sont pas morts, ils sont vraiment bien agonisants, et les scores de Roussel et d'Hidalgo l'ont montré, n'ont plus prise sur cette coalition, coagulation, convergence, peu importe. Et ça mène quoi? La discussion sur la République et la nation. Alors évidemment, quand on parle de nation, il faut faire référence à Renan, quoi qu'on puisse penser de Renan sur plein d'aspects. Mais qu'est-ce qu'il dit, Renan, de la nation? C'est une construction de tous les jours. C'est un référendum, un plébiscite, un référendum permanent. Ouais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et ce qui est en train de se faire, et que je trouve, moi, j'allais dire admirable, c'est peut-être pas le bon terme, mais extrêmement intéressant, c'est ce mitage par le bas, mais ce mitage positif par le bas de la République. Je suis à un point qu'on ne peut pas imaginer d'accord sur la question des Gilets jaunes, parce que régulièrement dans mes conférences et dans mes bouquins, je prends deux exemples des pancartes de Gilets jaunes. Un qui dit 1789, 1968, 2019, et l'autre qui dit nous avons retrouvé la fraternité, il nous faut reconquérir la liberté et l'égalité. Ce qui montre que les traditions révolutionnaires républicaines, elles sont... Et elles sont dans des gens qui n'ont certainement pas étudié la Révolution française, mais il y a cet inconscient collectif. Et puisqu'on parle des combats... La compréhension de la fraternité. Oui, c'est quand même pas mal. Qui est l'élément qu'on oublie à chaque fois. Liberté, égalité, fraternité, mais on l'oublie à chaque fois. Fraternité, c'est Robespierre qui a rajouté le terme à la devise républicaine. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puisqu'on parle des luttes, il y a une lutte qui me semble extrêmement intéressante, là, sous nos yeux. Et comme par hasard, seuls les députés et les filles se sont manifestés. C'est la lutte des taxis. Ah oui. Parce que qui a pris, pardonnez-moi l'expression, plein la gueule, l'ubérisation de la société? Les taxis. Et qui est en train de se battre là-dessus? Et le fait qu'un certain nombre de grands chefs politiques ou syndicaux de gauche regardent ailleurs, c'est consternant, sauf que la lutte des taxis, elle est soutenue par la population. On commence à voir un certain nombre d'instances syndicales qui les soutiennent, qui disent vous avez raison. De la même manière, on n'en a pas parlé, je pense qu'on a eu tort et j'en prends ma part. La solidarité et la bataille et la mobilisation en soutien de l'enseignante de Sens, Oui. Tout à fait. qui a été suspendue, et que Ségolène Royal, on y revient, dit Oui. bravo madame, ce que vous avez fait, l'Assemblée nationale aurait dû le Oui. faire, et que ça se répand comme une traînée de poudre. Il va y avoir des rassemblements, un rassemblement devant le ministère et des rassemblements devant les instances académiques mercredi, pour dire on ne peut pas accepter, parce que chacun comprend bien que si... C'est très simple, c'est une enseignante à Sens qui a fait une minute de silence pour les victimes de Gaza. Voilà. Elle était suspendue. À cause de cela. À cause de ça. C'est ça, oui. Elle aurait fait une minute de silence pour n'importe quoi, elle aurait été décorée, elle est suspendue. De ma mémoire d'enseignant, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Parce qu'en règle générale, ça se passe, je dirais, Dans le cadre de l'établissement, à la limite. dans le cadre de l'établissement, et puis, en plus, ce sont les élèves qui ont demandé. C'était à la demande des élèves en plus, c'est ça. Et, C'était à la demande des élèves. et ce sont les élèves qui ont demandé. Donc c'est un truc de totalitaire, il n'y a pas d'autre mot. Et la réaction des collègues, des enseignants, y compris des collègues de l'enseignante en question, fait que c'est une traînée de poudre de révolte. Jusqu'où ça va aller entre ça et la révolte des taxis? Et j'en sais rien, je ne suis pas prophète. Il y a un seul prophète, c'est pas moi. Youssef? Oui, tout à fait. C'est absolument incroyable. Pour le cas de l'éducation nationale, hein, je voulais juste ajouter qu'on
on parle souvent de placer l'élève au cœur de l'éducation nationale. C'est le grand mot, placer l'élève au cœur de... Hein. Et là, quand effectivement des élèves se manifestent, eh bien, et demandent une minute de silence, eh bien, on rabroue l'enseignante. Et je ne parle même pas des élèves qui eux-mêmes ont été sanctionnés, parfois du côté de la police, et parfois avec des signalements, avec des convocations au commissariat, avec les parents, etc., etc., etc. On voit bien que ce système prend l'eau de toutes parts. On a l'impression de ce tonneau ou plutôt de ce tonneau des Danaïdes. Hein. On le remplit, mais bon, voilà, on n'arrête pas, on n'arrive pas à empêcher la fuite. Hein. Et je crois que le gouvernement va nous réserver beaucoup de surprises. On a ce rapport. Oui, moi je pense, j'en suis convaincu. C'est la théorie, vous savez, c'est la théorie de la pente. Hein. Vous laissez rouler une bille, il n'y a aucune raison que sur une pente, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête si on ne lui oppose pas une force opposée, si on ne lui oppose pas une force équivalente au moins, et même supérieure si on veut qu'elle remonte. Hein. Et donc voilà, cette théorie, je pense que le gouvernement va nous préparer beaucoup de choses comme ça, parce qu'ils ont vraiment la trouille de ce qui se passe. Parce que ça passe ou ça casse, comme on dit. Ça passe ou ça casse. Il y a une alternative politique qui existe, crédible. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a même des sondages qui le montrent. Hein. Elle sera de plus en plus crédible. On a une droite qui est plus divisée que jamais. Il y a trop de crocodiles dans le marigot, comme on dit. Hein. Or, il en faut qu'un seul, au final. Hein. Et là, on voit que le PS, avec ses 1,5%, là, il essaye de nous sortir de son chapeau, comme on l'a dit, un saltimbanque. Voilà. Et ça colle pas. Ça colle pas. Donc, je pense, pour cette raison, ils vont nous préparer des choses peut-être plus terribles encore qu'on imagine. Il faut être très, très vigilant par rapport à cela. Les provocations de... Attendez, on a quand même aujourd'hui, je ne sais combien de députés de l'AFI qui ont des protections policières. Je veux dire, c'est pas pour rien. Je veux dire, on a voilà. Donc, de ce point de vue, c'est aussi, ça veut dire qu'on est sur la bonne route. Ça veut dire qu'on est sur la bonne route, comme le disait tout à l'heure Vincent. On est sur la bonne route. Hein. Alors, je voulais juste, comme Jean-Marc l'a évoqué, parler de cet appel de Paris. Ah, donc on a au terme un rappel donc. Juste l'événement le 4 juin, si vous êtes intéressé par cette initiative Faire Bloc, Faire Peuple, le 4 juin au Relais Pantin, on y va tout le temps, donc c'est toujours le même endroit. Au Relais Pantin, donc il y a un événement à 19h, et donc il y aura plusieurs intervenants, dont Frédéric Lordon, Amal Bentounsi, Stathis Kouvelakis, Adel Amara, Wissam Gzelka, Yacine Benyitou, Souvarine, François Boulot et Olivier Marbeuf, ici présents. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Oui, absolument. Et donc, moi, je parlais de cet appel de Paris, ce qu'on appelle l'appel de Paris, qui est, vous le savez, on parle beaucoup de règlement de la question de Palestine. Alors, on est dans une situation apocalyptique à Gaza, mais il y a un appel qui a été lancé que l'on peut trouver dans Orient 21. Oui, c'est le site en libre. C'est le site en accès libre. En accès libre. Et donc, c'est un appel pour la protection du peuple palestinien. C'est un appel mondial pour la protection du peuple palestinien. Il y a déjà cela, je vais y revenir. Vous savez que le 12 juin prochain, il y a une marche mondiale vers Gaza. Alors, on ne sait pas ce que cela veut donner. Mais apparemment, il y a des milliers et des milliers de personnes qui partent du monde entier pour aller vers Gaza. Alors, à mon avis, ça m'étonnerait que... en tout cas, il faut le faire. Voilà, c'est donc rendez-vous au Caire, le 12 juin. Et alors, je reviens sur cet appel de Paris. Le 18 septembre 2024... Comment ? Oui, ce sera en live, évidemment, dans le chat. Le 18 septembre 2024... l'Assemblée générale, alors l'Assemblée générale des Nations Unies, pas le Conseil de sécurité, hein, a émis une résolution. Et cette résolution, elle appelle à des choses qu'on entend depuis toujours, depuis la résolution même depuis la résolution d'admission d'Israël à l'ONU, c'est-à-dire la fin de l'occupation israélienne. Enfin, ça date pas de l'admission d'Israël à l'ONU, mais au moins depuis la guerre de 67, la résolution 242. Donc la fin de l'occupation des territoires palestiniens et la création d'un État palestinien. Donc le 18 septembre 2024, l'ONU, l'Assemblée générale, a donné 1 an à Israël, donc pour le 18 septembre 2025, a donné 1 an à Israël pour évacuer tous les territoires occupés, démanteler toutes les colonies et permettre l'édification de l'État palestinien. Alors c'est là-dessus que Macron s'est greffé avec son idée, en juin prochain. Et donc demain, donc il y a cet appel de Paris qui est fait avec à peu près une cinquantaine de premiers signataires. Donc vous pouvez aller sur le site Orient 21 et trouver cette pétition et signer.
Et signer quoi? Simplement l'application de cette résolution de l'ONU du 18 septembre 2024. Avec quand même une idée, c'est que cette déclaration d'État palestinien ne résout pas le problème. Hein. Il est bien entendu que ce que nous voulons pour l'instant, c'est d'abord le cessez-le-feu, d'abord immédiatement pour sauver les vies, le cessez-le-feu et bien sûr des sanctions contre l'État d'Israël, la suspension et même l'abrogation de l'accord d'association. Une autre chose qui est possible de faire, et je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Strasbourg, l'excellent exemple de la mairie. Oui, mais à la suite du travail du collectif décolonial de Strasbourg, nos amis que l'on salue, Leïla et l'infatigable Leïla du collectif décolonial de Strasbourg, qui ont réussi, qui ont fait irruption dans le conseil municipal à un moment où on discutait, et puis qui ont avec drapeau palestinien et autres, et qui ont exigé au moins la suspension du jumelage de la ville de Strasbourg avec la ville israélienne de Ramat Gan. Et suite à cette intervention et un travail régulier qui est fait, la mairie de Strasbourg a accepté de suspendre le jumelage avec la ville de Ramat Gan. Alors c'est extraordinaire ça. Et tant qu'effectivement les droits élémentaires du peuple palestinien ne seront pas respectés. Ça c'est un exemple à le faire partout en France. Et nous lançons un appel à tous les amis, dans toutes les villes où votre ville, et à un jumelage avec une ville israélienne, eh bien, n'hésitez pas, vous avez le droit, intervenez dans les conseils municipaux, et ça fait partie du règlement du jumelage. Vous savez, le jumelage, c'est quelque chose de précis. Le jumelage avec une ville est toujours lié au respect des droits fondamentaux, bien évidemment. C'est pour le même motif que l'on demande la suspension de l'accord d'association Union européenne, etc. Donc, même ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui, nous n'aurions même pas besoin d'aller les voir. C'est que le règlement, automatiquement, dès l'instant où les droits ne sont pas respectés, cet accord d'association aurait dû être suspendu depuis, et je rappelle qu'il a été proposé à la suspension par les députés européens depuis 2002, mais jamais appliqué par la Commission de Bruxelles. Et là, on va encore perdre du temps avec des réunions, est-ce que c'est possible de le faire et autres. Mais ça, c'est une véritable honte, c'est que ça doit être automatique. Non seulement la ville de Strasbourg a suspendu le jumelage avec Ramat Gan, la ville israélienne, mais un jumelage a été proposé avec le camp de réfugiés de Haïda. Alors le camp de réfugiés de Haïda, c'est un camp qui se trouve à Bethléem, exactement en face du camp de Daïché. Le camp de Daïché, c'est le plus grand camp de réfugiés en Cisjordanie. Hein, il est à Bethléem précisément. C'est un camp qui est très connu, qui est très célèbre, qui est même héroïque pour sa résistance. Hein. Et le camp d'Haïda, c'est un petit camp plus petit qui est en face, où nous étions allés à l'époque en 2001. Et donc voilà. Et donc c'est aussi une chose qu'il est possible de faire, c'est de jumeler votre ville avec un camp de réfugiés palestiniens ou une ville palestinienne, mais de préférence avec un camp de réfugiés. Et là, je voudrais faire une dédicace à quelqu'un qui nous a quittés, qui s'appelait Fernand Thuil, qui était de la ville de Montataire. Il était un fonctionnaire de la ville de Montataire, et c'est le premier, c'est lui qui avait créé l'association de jumelage entre les villes de France et les camps de réfugiés palestiniens. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, et de façon inlassable, hein, il s'y est mis, il s'y est collé, et il avait obtenu à l'époque, alors malheureusement c'est un petit peu tombé en désuétude, mais il faudrait reprendre cela, et c'était quelqu'un d'extraordinaire, hein, Fernand Thuil, et il avait réussi donc à obtenir le jumelage, alors c'était souvent des villes communistes, c'est vrai, mais des jumelages de municipalités avec les camps de réfugiés. Ça c'est aussi une chose qui est faite, qui est à faire. Et pour finir, demain, on a donc un rassemblement à 18h devant le Quai d'Orsay, place des Invalides, à Paris, pour pareil, exiger la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y aura beaucoup de monde. Alors, on a vu que notre ami Eyal Sivan met ça régulièrement sur sa page Facebook. Donc, rassemblement à 18h devant le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Hein. Et donc voilà, vous êtes conviés tous à ce rassemblement. Voilà un petit peu. Alors sur ce, je me permets de conclure ce long live qu'on a réalisé. Donc merci à tous, merci Olivier Marbeuf, merci Jean-Marc Chapa, merci Youssef Boussouma. Un grand merci à l'équipe technique qui a été très mobilisée, notamment sur la visio. Parce que c'est difficile de faire de la visio, hein, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est très dur, donc ça a nécessité des tests avant, etc. Donc merci à l'équipe technique et voilà, c'est tout. À moins que nos amis veuillent... Oui, on vous attend le 4 juin. Ouria m'a dit, Olivier, il faut répéter plusieurs fois. Venez massivement le 4 juin.
Non, c'est quand même important parce que je pense qu'on est à un moment où il y a quelque chose qui se joue et notamment quand tu disais comment assembler des choses qui sont de nature très différente, eh ben, c'est parce qu'on les assemble sans que quelque chose soit au centre. C'est-à-dire que c'est ça presque une technique. Il faut aller les chercher, quoi. Non, mais il faut inventer une technique d'être ensemble où on ne s'assemble pas comme historiquement un espèce de bloc majoritaire sous la forme d'un grand parti. Il s'agit en fait de trouver des assemblages dans lesquels on est autour d'une même table et chacun pèse quelque chose. Et le fait de rapprocher ces deux événements de 2005, ça dit un peu ça, ils se passent parallèlement, mais ils se passent quand même dans une sensation commune que quelque chose va pas. Et donc c'est se retrouver dans chacun des deux aurait bien aimé que l'autre soit... Voilà, et donc là, on voit à ce moment-là, c'était un peu trop... 19h le 4. C'était un petit peu trop frais encore, mais on a fait le travail pour que chacun sente qu'il peut participer. Mais je pense que l'histoire politique de la France, et ce qui faisait dire au Parti communiste du proto-politique, c'est que leur fantasme, c'est ce qu'on se rassemble autour d'eux. On les a laissés mourir et c'est bien pour tout le monde, je crois. Parce qu'en fait, on peut pas se rassembler autour de ce type de structure-là. C'est des modes qui sont presque plus comme une forme de ronde, quoi. On va s'assembler et personne n'est plus important que qui que ce soit. Et ça, c'est un peu unique historiquement parce que l'histoire même des gauches radicales, c'est un peu à un moment donné heurté à cette espèce d'effet de masse qui, aux arrivées vers les élections notamment, obligeait à une forme un peu raisonnable de, bon, le Parti socialiste l'a fait une fois, deux fois, trois fois, de plier ses alliés. Là, il y a quelque chose où il y a un rapport de composition avec des équilibres dans des différences. Et ce travail de composition, il va demander à ce qu'on se voit le 4 juin, mais qu'on se voit beaucoup et régulièrement dans ces forces communes. Il y a eu quand même beaucoup d'événements parce qu'en fait, il y a aussi une problématique très simple, mais très profonde, qui est une problématique d'imagination. On est en train de faire un truc qu'on n'a jamais fait. On n'est pas en train de répéter un truc qu'on a fait avant. Donc, il va falloir l'imaginer, il va falloir se mettre ensemble, projeter des idées et pas se contenter des réflexes militants qu'on connaît. Non, il y a quelque chose d'assez nouveau à faire, dans lequel il faut un peu se plonger les mains dedans, accepter d'aller sur des terrains où quelque part on va tous être un tout petit peu déplacés de certaines de nos certitudes pour trouver cet agencement-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de pratiquer ces moments-là, qui sont des moments d'imagination pour moi. Dans un milieu que je fréquente, on explique que nous sommes rentrés depuis quelque temps dans une nouvelle culture politique. Et cette culture politique, elle passe par énormément de passerelles entre tout le monde et énormément d'endroits de discussion, d'échanges. Tu as raison, c'est pas sûr. J'ai raison, c'est pas sûr. Mais on en discute et on essaye d'établir des passerelles pour justement aboutir à cette rupture avec l'ancien monde, quoi. Voilà, mais je suis assez... Et si quelqu'un considère qu'il a le leadership, c'est foutu. Exactement. Moi, je pense que ça, c'est une réalité qui est très importante pour nous. Merci beaucoup. Et je rappelle aussi de faire des dons pour notre campagne de dons, les gens. Donc là, il y a quelqu'un qui a mis le Tipeee, c'est très bien. Faites des dons au Tipeee parce qu'on a besoin d'argent pour la campagne de dons. Alors, je rappelle que oui, on est à peu près à 9 000 € sur le Tipeee, mais c'est pas les dons mensuels. Nos objectifs, c'est mensuel. Donc, faites des dons. Vous pouvez lâcher un billet de 50 €, je l'ai toujours dit, mais c'est mieux de lâcher un billet de 50 € tous les mois. Donc, quand vous faites votre don, vous mettez mensuel. Voilà. Et, oui, puisque je réponds à ça, Gouer n'est pas une insulte. Hein. Gouer, ça veut dire français en arabe. Oui, ça vient même du turc, je crois. Ça viendrait même du turc à l'origine, mais c'est pas une insulte. Bon, c'est une façon de dire. Hein, alors juste parce que j'aime bien à chaque fois mettre à l'honneur un petit peu un comité Palestine. Vous savez, en circulant très rapidement, puisqu'on circule, etc. Et donc je veux juste saluer là, c'est le comité Palestine de Saint-Ouen, justement, celui où il y a notre cher Bouhamran et que le Trump fort là. Exactement, hein, et que je viens à féliciter. Je suis intervenu à Saint-Ouen et il y a une vidéo que vous pourrez retrouver et ça s'est très très bien passé. Donc je tiens à saluer Yasmine, Assia, Nawel et toute cette fine équipe du comité de Saint-Ouen. Merci à vous. Et comme tous les autres comités palestines qu'il y a en France, n'oublions pas le comité Urgence Palestine qui est menacé de dissolution et auquel nous apportons tout notre soutien. On va encore en reparler ces jours-ci, hein, et bien évidemment. Nous pensions avoir aussi un des avocats d'Urgence Palestine. Peut-être ce soir, c'est peut-être un peu trop tard, mais nous essaierons de l'avoir. C'est trop tard pour ça, bien évidemment. Tu crois vraiment qu'on va ramener un invité? Non, il est là, il attend derrière toi, Myriam. Bon, nous accueillons. On l'appelle. Je vous demande d'accueillir. Non, mais voilà. Donc, bravo à tous ces comités palestines aussi,
parce qu'ils font vivre cette cause palestinienne. C'est pas uniquement au sommet, mais tous ces comités dans toutes ces communes de France. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est aussi une politisation. Hein. Et n'oublions pas les municipales qui arrivent. Et nous en reparlerons. Il y a des choses à dire dans ce lien entre les municipales et la Palestine. Et je rappelle enfin que on a encore notre ciné-club le 30 mai, qu'on a encore des places pour projeter. Docteur Folamour aime les bombes, c'est français. Et on aura notamment un intervenant de Guerre à la guerre. Voilà. Et c'est au cinéma Club de l'Étoile. Ce sera une intervenante. Une intervenante. Au Club de l'Étoile. Donc prenez vos places pour les ciné-clubs. C'est toujours très, 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 très sympa. Donc venez. Voilà. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. merci. À tous. Au revoir. Merci, salut. The food. I feel homesick for the countryside. I miss the noisiness where you have a lot of people in the streets and really encountering people personally. The community. The sense of having family around you. At here, it's like all about you, get to work, get to school. So you can go through the day without really having a good contact with another human. Cette nuit